Comme souvent, notre conversation l'autre jour est partie d'un prétexte banal, en fait pas si banal, puisque Gustave nous a obligés à nous interroger sur ce prétexte justement, parce qu'il recelait, selon lui, plein de vérités sociales insoupçonnées. Un mot du décor du jour d'abord, nous étions de nouveau réunis sur le parking, après le couvre-feu évidemment, par l'une de ces soirées où le ciel est bleu lavande, et quelqu'un, Vladimir, avait apporté des bières et même des pizzas achetées au flanc d'un camion face à son entreprise. Il était venu avec l'un de ses employés, nommé Steve ou Vernon ou Spencer, je vous laisse le choix, mais le nom de famille était gratiné dans le genre Fenouillet ou quelque chose comme ça. Gustave nous a dit après, quand il est parti, celui-là, il a un nom de famille à s'appeler Fernand. C'est dommage parce que Spencer Fenouillet, ça montre où en est la France. Donc nous étions près d'un banc, contre le muret du jardin du curé, sur le parking de l'église, la canette à la main, les cartons de pizza sur le banc devant une voiture, et justement cette voiture était le prétexte dont je parlais, une voiture qui avait été visitée par les gendarmes 3 jours avant, une Renault Clio grise. Les gendarmes avaient tracé à la bombe rose fluo des croix sur le bitume devant chaque pneu pour matérialiser l'infraction, car la voiture n'avait pas bougé depuis plusieurs mois. On attendait de la faire enlever. Et déjà, première question de Gustave, qui a posé la question à Léon, à Bernard, vous ne voyez pas une anomalie? Si, moi je l'ai vu tout de suite, cette voiture, une Clio de la première série, paraissait minuscule à côté de ses voisines. C'est comme si la France avait cédé en 20 ans au démon du gigantisme automobile. Maintenant, sur la plupart des parkings, le mélange entre l'ancien et le nouveau se manifeste par une disproportion de plus en plus criante entre les humbles et les autres. Les nouvelles voitures sont non seulement plus grandes d'un bon tiers, mais plus laides. Et Gustave a fait observer une chose assez juste pour commencer. Quand tu compares la ligne d'une ancienne voiture, genre 205, 305 Clio justement, avec celle des modèles récents, toutes marques confondues, tu vois dans la profusion des lignes brisées, des chromes, dans la complexité inutile des calandres, l'effet dévastateur du goût chinois. Enfin, de l'absence de goût chinois, a précisé Vladimir, qui a dit, en effet, c'est vrai, il faut plaire à un marché de parvenus qui n'a aucune référence au bon goût et qui nous impose le style pagode, même dans la carrosserie. Pour survivre, nos ingénieurs et nos commerciaux font ressembler les voitures, spécialement les voitures françaises, à des robots transformeurs qui correspondent à peu près à l'imaginaire asiatique du moment. Du coup, on voit de temps en temps un vieux monsieur français cravaté monté sur l'un de ces énormes chars d'assaut hérissés comme un dragon. Il a l'air complètement ridicule. En plus, il sait généralement pas se servir de la console de bord, qui lui parle tout le temps, qui multiplie les animations en couleur et les menus accessibles par écran tactile, qui lui propose de consulter TikTok ou WhatsApp, il sait même pas ce que c'est, tandis que les jeunes qui savent ce que c'est n'ont pas les moyens d'acheter la voiture. Là, j'y suis allé à mon tour de mon anecdote personnelle, puisque j'ai acheté il y a plus de 2 ans une voiture d'occasion, 3000 euros seulement, qui est devenue un sujet de plaisanterie entre nous. C'est une Ford à propos de laquelle on me demande tout le temps, alors qu'est-ce que tu as arraché cette semaine? C'est un C-Max, le moteur marche très bien, mais comme dit Gustave, tout le reste part en couille. Tous les raffinements liés à l'électronique, et pourtant pas très nombreux, puisque la voiture n'est que de 2004, tombent en panne les uns après les autres, et tout le temps en vérité. Autrefois, le capot s'ouvrait par exemple avec la clé de contact, en fait il s'ouvrait pas, ou quasi jamais. J'ai plongé dessous, j'ai arraché le dispositif. Il s'ouvre maintenant, mais avec un tournevis. L'airbag me signalait sans arrêt qu'il allait se déclencher. Je l'ai fait taire en supprimant le capteur. Le coffre refusait de s'ouvrir une fois sur deux, surtout quand j'étais pressé. J'ai arraché la serrure électronique et maintenant je ferme avec une corde. Et là, ce petit teigneux d'abonnés au monde qui était là m'a fait observer qu'heureusement, un jour ou l'autre, chacune de ces non-réparations serait passible d'une amende, ou en tout cas d'une obligation au contrôle technique. Là, Gustave s'est fâché contre lui. Il a dit, en gros, tu veux faire vacciner les voitures aussi. Et il nous a raconté l'histoire en creux, ce qu'il imaginait du propriétaire de cette voiture Clio grise, enfin plutôt il a déduit donc de certains indices ce qu'il nous a dit. En regardant le pare-brise par exemple, nous avons vu que le contrôle technique était valable jusqu'en mars 2020, l'assurance en janvier 2020, et il a dit, il me semble que j'ai vu une fois le propriétaire, c'est un jeune tout maigre qui habitait en bas chez une fille, la nièce de Jean-René, la nièce par alliance, depuis la mort du neveu, elle a hérité de la maison, j'y suis allé une fois dans cette maison, c'est une maison refaite avec du scotch et du polystyrène, il faisait un froid horrible. Et là, soudain, cette petite auto grise abandonnée avec ses feuilles mortes sous les essuie-glaces nous a paru représenter tout entière le malheur de ces jeunes gens qui n'ont personne dans la vie, qui ont un niveau de formation misérable, qui occupent des petits emplois saisonniers, du genre vente sur les marchés, vide-greniers, etc.
Et tous ces jeunes, avec les acrobaties économiques du gouvernement actuel, ont passé en 2020 la ligne de flottaison, ils sont ruinés. Et là, Gustave nous a dit, au fond, la grande chance du gouvernement, c'est que dans cette génération de laissés pour compte, l'alcool ait été remplacé par le shit. Le gouvernement s'apprête d'ailleurs à le légaliser, ce qui est presque un aveu. Et Bernard, l'ancien moine, a semblé d'accord avec lui. En tout cas, il a compris ce qu'il voulait dire, mais pas Vladimir. Alors Gustave lui a expliqué, oui, avec l'alcool, dans les années d'avant-guerre et l'après-guerre, tu avais de temps à autre un tempérament exalté en colère, au bord du suicide, qui tentait un geste spectaculaire contre l'oppression, qui brûlait une préfecture, qui s'attaquait à un ministre. Les membres du gouvernement ne se sentaient jamais vraiment en sécurité, les députés non plus. C'était un puissant régulateur. Tandis qu'avec la marijuana, de nos jours, tout le monde est domestiqué. Il y a une absence de colère, de volonté en général, qui permet aux élites de faire toutes leurs saloperies contre les jeunes, contre les gens modestes, sans représailles. Même ceux qui sont décidés à se suicider parce qu'ils se sentent de trop dans un système où on multiplie les contrôles et les amendes n'ont plus aucune envie d'aller se venger avant de le faire. Là, Vladimir nous a raconté le cas qui le réjouissait visiblement beaucoup de cet informaticien du Texas qui avait été poursuivi par le fisc pendant 2 ans pour des raisons apparemment injustes. Apparemment aussi, c'était un salopard, le contrôleur du fisc qui multipliait les tracasseries sur son dossier. Et bien, le contribuable qui pilotait avait loué un petit avion Cessna à 4 places pour foncer en piqué à 300 à l'heure dans la baie vitrée du service des impôts de sa ville. Du coup, le dossier, le responsable, la secrétaire qui disait « je peux pas vous le passer, il est en réunion », tout ça a été classé pour l'éternité, comme quoi, nous a dit Vladimir, la sélection naturelle, ça a aussi du bon. Immédiatement, l'abonné au Monde a parlé d'état de droit d'un ton offensé. L'autre a répondu, bah des fois on en revient à l'état de fait et puis c'est comme ça. Alors là on a entendu fuser les c'est inadmissible de parler comme ça et j'ai fait remarquer pour détendre l'atmosphère que sur la banquette arrière de la Clio grise il y avait un petit album de Tchoupi dont le titre était Tchoupi fait des crêpes. Alors ça a fait sourire Gustave parce que c'est comme ça que je surnomme le président Macron, je trouve qu'ils ont la même implantation de cheveux. La même d'ailleurs que Mark Zuckerberg, le patron de Facebook. Des coiffures comme ça, ça semble sorti d'une bande dessinée, j'ai fait remarquer. L'abonné au Monde a répondu, en attendant, tu vas voir qu'il va vous reconfiner encore pour 6 semaines. Il l'a dit, et il l'a dit, lui, sur le ton, ça vous apprendra, vous l'aurez pas volé. Et là, Gustave a fait remarquer à Bernard, à Léon, à moi, à Vladimir, et à une femme qui passait, qui s'appelle Irène, une femme qui est en charge des questions sociales et des jardins à la mairie. Gustave a fait observer que l'abonné au Monde venait de nous menacer d'un confinement pour raisons disciplinaires. Comme d'ailleurs son patron, le cinglé de l'Élysée, donc cette fois les masques sont tombés, enfin si on peut dire, le prétendu fléau sanitaire semble loin derrière, il s'agit désormais d'intimider le peuple de plus en plus, de le faire pucer, contrôler, contenir, pour éviter qu'il ne monte à l'assaut des institutions. Voilà, nous a-t-il dit, la vérité vraie. Déjà, on ne devrait pas être ici à cette heure-ci, a dit l'abonné au Monde, en se levant, je vais rentrer, j'ai des trucs à faire. Et là, Gustave a dit, le gouvernement se discrédite tous les jours un peu plus. Les jours rallongent, même Irène, qui est conseillère municipale, est dehors à 19h30, alors qu'elle représente la loi. Alors Irène, une assez grosse femme avec de très abondants cheveux blonds, a dit qu'elle allait rentrer aussi, etc. Et la conversation a basculé d'un coup sur le ton. À propos Irène, puisque je te tiens, c'était à propos d'un lotissement de 8 maisons qui avait été construit dans les hauts du village par un marchand de biens l'année passée. Parce que, faute de trouver des locataires à cause de la crise économique, celui qui avait fait construire ces minuscules maisons pour en tirer profit n'y arrivait pas. Il n'arrivait pas à les louer. Donc il songeait à recevoir des gens à loyer garanti, venus de toute la terre, des gens dont on ne peut même pas dire le nom sans s'exposer à la censure, mais ça commence par un M. On murmurait que ce type s'était inscrit auprès de la préfecture pour entrer dans la grande tournante des locations de ce genre en France, à des gens venus de partout dans le monde, souvent sans titre de séjour. Vladimir, qui voyait tout de suite le pire, a dit non, 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 mais tu imagines une arrivée de ces gens-là à Campagnol, et on voyait qu'en tant que russophone, il songeait à une peuplade particulière d'Asie centrale, que les moscovites et les ukrainiens ont littéralement en horreur, et qui justement semblait répandue dans les villes voisines de Campagnol. Là-dessus, curieusement, notre ami Léon, jusque-là très silencieux, nous a gratifié de l'une de ces théories qui chez lui semblent issues d'un mélange d'intuition, de voyance et de lecture, en l'occurrence sur la génétique. Il a dit
Faire venir des gens comme ça du fond de l'Asie centrale est une erreur qui se paiera probablement très cher épigénétiquement. Alors l'abonné au Monde a essayé de faire de l'ironie sur ce bel adverbe en disant en somme vous êtes contre le métissage. Mais l'épigénétique c'était autre chose, nous a dit Léon qui ne s'est pas démonté. Il nous a dit vous savez pour les histoires vaccinales il a beaucoup été question d'épigénétique justement récemment. En gros si on trafique l'ARN messager il va aller dire des choses à l'ADN et il peut le modifier dans certains cas, dans certaines conditions. Mais l'épigénétique, c'est bien plus que ça. C'est un truc énorme, un continent qui, dans les migrations de population, joue un rôle que personne ne veut voir, parce que l'épigénétique, c'est grossièrement comment le vécu modifie le patrimoine génétique que tu transmets ensuite. Il y a un exemple fascinant, c'est la régulation des excès d'androgènes. Et là, Léon nous a expliqué que chez les mammifères, notamment, les rats, par exemple, qu'on avait étudié, les populations dont les mâles étaient trop violents et prédateurs étaient régulées par les femelles qui avaient tendance à n'engendrer par précaution que d'autres femelles ou des mâles moins violents ou à rester stériles, ce qui fait que le taux de violence dans les populations en question ne dépassait pas un certain seuil. C'est surtout, a dit Gustave, parce que les mâles agressifs ont tendance à dévorer leur progéniture mâle. Mais Léon a dit, maintenant, il m'a dit à moi, maintenant si dans des pays comme la Syrie ou l'Afghanistan, tu laisses partir et tu accueilles dans le monde développé tous les gens qui ont à se plaindre de la violence, y compris et surtout les femmes qui sont censées réguler ce phénomène en mettant des filles au monde, elles ne régulent plus rien du tout, en tout cas dans leur pays d'origine, lequel après cela s'enfonce dans une violence qui s'entretient en boucle et qui produit de plus en plus de guerriers, lesquels guerriers ensuite se retrouvent dans des bateaux de passeurs et sur nos côtes italiennes par exemple. Donc l'Occident perd sur tous les tableaux. D'abord il recueille les victimes, ensuite il voit arriver les bourreaux. Et c'est là que nous sommes revenus au propriétaire de la Clio, dont Gustave se souvenait vaguement et dont Jean-René lui avait parlé, puisqu'il était en ménage avec sa nièce. C'était vraiment l'illustration de ce que disait Léon. La mère avait fui un père complètement cinglé qui la frappait. L'enfant avait été conçu dans des conditions épigénétiques d'horreur de la violence. Il n'avait aucune volonté, aucune résistance. Là, il a abandonné sa voiture faute de pouvoir l'entretenir. Il fuyait tout le temps. Il vivait dans un squat ou sur les plages. D'ailleurs, ce qu'on entend le plus souvent à propos de cette génération, de cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est non, je ne sais pas ce qu'il devient en ce moment. En tout cas, ce garçon était perdu pour le redressement du pays, nous a dit Gustave, où parallèlement s'installaient de plus en plus de célibataires violents venus de l'autre bout de la terre qui arrivaient en payant des passeurs et qui peut-être allaient finir dans le lotissement au sommet du village. Là, il y a eu un silence où chacun a paru imaginer cette perspective avec effroi. Vladimir a dit, heureusement, il reste des gens qui sont prêts à se battre partout en Europe et surtout à l'Est. Et là, tout le monde s'est tourné vers Léon pour lui demander, en somme, s'il avait des lumières de voyants sur cette situation. Il a dit, oui, oui, il y a une population cachée en France en ce moment, qui a 14 ans à peu près, et qui n'aura connu que la précarité et l'humiliation, notamment grâce à Macron. Dans 4 ans, les vrais sacrifiés de la crise auront 18 ans et là, ils seront vraiment prêts à se battre. Ils n'auront pas la même attitude que le propriétaire de la Clio grise, lequel, nous a-t-il dit, à mon avis, est d'ailleurs mort, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois mort. Alors là, l'abonné au Monde a haussé les épaules pour manifester son dédain des allumés comme Léon, qui prétendait toujours fonctionner à l'intuition, à la voyance, au flash, mais manque de peau. Irène, qui parlait d'autre chose à Gustave à ce moment-là, a compris de quoi et de qui il était question entre nous. Et en tant que responsable du social à la mairie, elle a dit « Il a raison, ce garçon est mort il y a 4 mois, le maire vient d'en être avisé par les gendarmes lundi dernier. » Et Gustave et moi, un peu gênés, un peu attristé, beaucoup attristé, nous avons regardé l'album de Choupi qui semblait sur le siège arrière raconter une histoire ignorée, l'histoire d'un enfant qui aurait un jour ses 18 ans et qui voudrait se venger de ce qu'il a subi, tout ça pendant que l'abonné au Monde ricanait, lui, sur les théories génétiques de Léon auxquelles il disait n'avoir rien compris. Bon, c'est pourtant simple, a dit Gustave, il dit que si tu engendres des enfants marqués génétiquement par ton expérience, et si cette loi est capable d'apaiser le niveau d'agressivité dans une société, le fait de déplacer les populations sans arrêt est un désastre, puisque la régulation ne se fait plus localement.
L'antidote à la violence n'est plus administré par les femmes sur le plan hormonal au bon endroit. Gustave a ajouté tout ça pour ne rien dire de pays comme la Chine où pendant des années, comme on a pratiqué la politique de l'enfant unique, il fallait que ce soit un mâle. Donc le niveau d'agressivité de la société chinoise a dû devenir délirant puisque les filles y ont été sacrifiées, au sens propre d'ailleurs. Et là, l'abonné au monde a fait ce que font généralement les gens de gauche. Il a décrété qu'il était inadmissible, une fois de plus, que nous sous-entendions qu'on pouvait naître ceci ou cela, violent ou non, etc. Il faisait partie de ces gens qui croient que les enfants qui naissent sont des feuilles de papier vierges, blanches. Mais Gustave a dit, désolé, moi je crois comme Léon que la feuille comporte des filigranes génétiques. Et que si tout n'est pas écrit, la moitié de ton destin est tracée dans le papier. En fait, la vie est une sorte d'album de coloriage. Et Gustave, en guise de conclusion, a illustré l'extraordinaire hypocrisie de la société contemporaine en nous rappelant un cas d'école, celui du film La vie est un long fleuve tranquille, dont le scénario est basé sur un échange d'enfants à la maternité. La fille de pauvre est élevée chez les riches et le fils d'un riche atterrit chez les pauvres. Et bien le fils et le père biologique partagent le même tic, un petit mouvement de l'épaule, ce qui prouve que dans la France socialisante de l'époque Mitterrand, où il était interdit de dire qu'on naissait comme ceci ou comme cela, un film qui a fait 14 millions d'entrées montrait un père et un fils se reconnaissant grâce à un tic de l'épaule. Alors ça ne prouve rien, a dit l'abonné au monde. Si, ça prouve que toi et tes amis, vous n'avez rien compris. Vous dites une chose, mais vous croyez le contraire. Vous dites que la chloroquine, ça soigne pas, mais vous en commandez. Vous dites gna 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 les gestes barrières, mais vous fêtez un anniversaire à 12 dans une cave. Alors là, Vladimir a mis une main sur le capot de la Clio grise et il a dit à Madame Irène, et sa copine, elle récupère pas la voiture? Irène a répondu non, elle n'en veut pas, il y a plein de contraventions dessus, et en plus ils n'étaient pas mariés. Alors j'ai demandé à Irène si elle savait ce qu'il était devenu. Ce jeune lecteur de Tchoupi, leur fils, elle a répondu non, c'était son fils à elle que la DAS avait placé à Narbonne parce que sa mère, la nièce de Jean René, était incapable d'assumer un enfant et qu'elle couchait avec n'importe qui, elle se droguait, etc. Et là, Vladimir nous a dit en brûlant les cartons de pizza avec son briquet, les amis, il est temps que la Russie vous réveille parce que la France profonde est tellement profonde qu'elle a touché le fond. À bientôt, merci.